Chapitre 26, lu par Gérard Viel, où se continue la gracieuse aventure du joueur de marionnettes avec d'autres choses fort bonnes en vérité. Tous se turent, Tyriens et Troyens, je veux dire tous les gens qui avaient les yeux fixés sur le théâtre, étaient comme qu'on dit pendus à la bouche de l'explicateur de ces merveilles, quand on entendit tout à coup derrière la scène battre des timbales, sonner des trompettes et jouer de l'artillerie, dont le bruit fut bientôt passé. Alors le petit garçon s'éleva de sa voix grêle et dit: Cette histoire véritable qu'on représente ici devant vos grâces est tirée mot pour mot des chroniques françaises et des romances espagnoles qui passent de bouche en bouche et que répètent les enfants au milieu des rues. Elle traite de la liberté que rendit le seigneur Don Caïphéros et son épouse Mélisandre, qui étaient captives en Espagne, au pouvoir des morts dans la ville de Sansueña, ainsi s'appelait alors celle qui s'appelle aujourd'hui Saragosse. Voyez maintenant ici comment Don Gaïphéros est à jouer au tric-trac suivant ce que dit la chanson. Au tric-trac joue Don Gaïphéros, oubliant déjà Mélisandre. Ce personnage qui paraît par là, avec la couronne sur la tête et le sceptre à la main, c'est l'empereur Charlemagne, père putatif de cette Mélisandre, lequel, fort courroucé devant la négligence et l'oisiveté de son gendre, vient lui en faire des reproches. Remarquez avec quelle véhémence et quelle véracité il le gronde. On dirait qu'il veut lui donner avec son sceptre une demi-douzaine d'orions. Il y a même des auteurs qui rapportent qu'il les lui donna et bien appliqués. Après lui avoir dit toutes sortes au sujet du péril que courait son honneur, s'il essayait de délivrer son épouse, il lui dit, dit-on, je vous en ai dit assez, prenez-y garde. Maintenant, voyez comment l'empereur tourne le dos et laisse donc Gaïphéros tout dépité, et comment celui-ci, bouillant de colère, renverse la table et le tric-trac, demande ses armes en toute hâte, et prie donc Roland, son cousin, de lui prêter sa bonne épée Durandal. Roland ne veut pas la lui prêter, et s'offre à lui tenir compagnie dans la difficile entreprise où il se jette. Mais le vaillant et courroucé Gaïphéros ne veut point accepter son offre. Au contraire, il dit que seul il est capable de délivrer sa femme, fût-elle enfouie au centre des profondeurs de la terre, et là-dessus il va revêtir ses armes pour se mettre en route sur le champ. Maintenant que vos grâces tournent les yeux du côté de cette tour qui paraît là-bas, on suppose que c'est une des tours de l'Alcazar de Saragosse, qui s'appelle aujourd'hui l'Ajaferia. Cette dame qui se montre à son balcon, habillée à la mauresque, et sans la pareille Mélisandre, laquelle venait maintes et maintes fois regarder par là le chemin de France, et tournant l'imagination vers Paris et son époux, se consoler ainsi de son esclavage. À présent, vous allez voir arriver une nouvelle aventure, et que vous n'avez peut-être jamais vue arriver. Ne voyez-vous pas ce mort qui, silencieux et le doigt sur la bouche, s'avance à pas de loup derrière Mélisandre? Eh bien, voyez comment il lui donne un baiser sur le beau milieu de ses lèvres, et comment elle se dépêche de cracher et de les essuyer avec la manche de sa blanche chemise, comment elle se lamente et de désespoir s'arrache ses beaux cheveux comme s'il avait à se reprocher la faute du maléfice. Voyez comment ce grave personnage à turban qui se promène dans ces corridors est le roi Marsilio de Sansueña, lequel a vu l'insolence du mort, et bien que ce mort soit un de ses parents et son grand favori, il ordonne aussitôt qu'on l'arrête et qu'on lui donne 200 coups de fouet en le conduisant par les rues de la ville avec le crieur devant et les alguazils derrière. Voyez par ici comment on sort pour exécuter la sentence, bien que la faute et la peine aient été mises à exécution, car parmi les morts, il n'y a point de confrontation de parties, de témoignages et d'appels comme parmi nous. Enfin, enfant, s'écria Don Quichotte à cet endroit, suivez votre histoire en ligne droite, et ne vous égarez pas dans les courbes et les transversales. Pour tirer au clair une vérité, il faut bien des preuves et des contre-preuves. Alors maître Pierre ajouta du dedans: Petit garçon, ne te mêle point de ce qui ne te regarde pas, mais fais ce que te commande ce bon Seigneur. Ce sera le plus prudent de beaucoup, et commence à chanter en plein chant, sans te mettre dans le contrepoint, car le fil casse par le plus menu. Je ferai comme vous dites, répondit le jeune garçon, et il continua de la sorte. Cette figure, qui paraît à cheval de ce côté, enveloppée d'un grand manteau gascon, est celle de Don Gaïphéros, lui-même qu'attendait son épouse, laquelle, déjà vengée de l'audace de mort amoureux, s'est remise avec un visage plus serein au balcon de la tour. Elle parle à son époux, croyant que c'est quelque voyageur, et lui tient tous les propos de ce romance, qui dit:
Chevalier, si vous allez en France, informez-vous de Gaïphéros. Et je n'en cite rien de plus, parce que c'est de la proximité que s'engendre l'ennui. Il suffit de voir comment Don Gaïphéros se découvre, et par les transports de joie auxquels se livre Mélisandre, elle nous fait comprendre qu'elle l'a reconnu, surtout maintenant que nous la voyons se glisser du balcon pour se mettre en croupe sur le cheval de son époux. Mais oh l'infortuné, voilà que le pan de sa jupe s'est accroché à l'un des fers du balcon, et la voilà suspendue en l'air sans pouvoir atteindre le sol. Mais voyez comment le ciel miséricordieux nous envoie à son secours dans les plus pressants besoins. Donc Aïphéros s'approche, et sans s'occuper, s'il déchirera le riche jupon, il la prend, la tire, et la fait descendre par force à terre, puis d'un tour de main, il la pose sur la croupe de son cheval, jambe de ci, jambe de là, comme un homme, et lui recommande de le tenir fortement pour ne pas tomber, en lui passant les bras derrière le dos, de manière à les croiser sur sa poitrine. Car Madame Mélisande n'était pas fort habituée à semblable façon de cavalcader. Voyez aussi comment le cheval témoigne par ses hennissements qu'il est ravi d'avoir sur le dos la charge de vaillance et de beauté qu'il porte en son maître et en sa maîtresse. Voyez comment ils tournent bride pour s'éloigner de la ville et avec quelle joie empressée ils prennent la route de Paris. Allez en paix, ô pères sans père de véritables amants. Arrivez sains et saufs dans votre patrie bien-aimée, sans que la fortune mette aucun obstacle à votre heureux voyage. Que les yeux de vos amis et de vos parents vous voient jouir dans la paix du bonheur des jours longs comme ceux de Nestor qui vous restent à vivre. En cet endroit, maître Pierre éleva de nouveau la voix. Terre à terre, mon garçon, dit-il, ne te perds pas dans les nus, toute affectation est vicieuse. L'interprète continua sans rien répondre. Il ne manqua pas d'yeux oisifs, car il y en a pour tout voir, qui virent la descente et la montée de Mélisandre, et qui en donnèrent connaissance au roi Marsilio, lequel ordonna sur-le-champ de battre à la générale. Voyez avec quel empressement on obéit, et comment toute la ville semble s'écrouler sous le bruit des cloches qui sonnent dans toutes les tours des mosquées. Oh, pour cela non, s'écria Don Quichotte. Quant aux cloches, maître Pierre se trompe lourdement, car chez les morts on ne fait pas usage de cloches mais de timbales, et d'une espèce de dulzaina qui ressemble beaucoup à nos clairons. Faire sonner les cloches à Sansueña, c'est à coup sûr d'une grande étourderie. Maître Pierre, entendant cela, cessa de sonner, et dit que votre grâce, seigneur Don Quichotte, ne fasse point attention à ces enfantillages, et n'exige pas qu'on mène les choses si bien par le bout du fil qu'on ne puisse les trouver. Est-ce qu'on ne représente point ici 1000 comédies pleines de sottises et d'extravagances qui fournissent pendant une heureuse carrière et sont écoutées avec applaudissement, avec admiration, avec transport? Continue, petit garçon, et laisse dire, pourvu que je remplisse ma poche, que n'importe de représenter plus de sottises que le soleil n'a d'atomes. Il a par Dieu raison, répliqua Don Quichotte, et l'enfant continua. Voyez maintenant quelle nombreuse et brillante cavalerie sort de la ville à la poursuite de 2 catholiques amants. Voyez combien de trompettes sonnent, combien de dulçainas frappent l'air, combien de timbales et de tambours résonnent. J'ai grand peur qu'on ne les rattrape et qu'on ne les ramène attachés à la queue de leur propre cheval, ce qui serait un spectacle horrible. Quand Don Quichotte vit toute cette cohue de morts et entendit tout ce tapage de fanfares, il lui sembla qu'il ferait bien de prêter secours à ceux qui fuyaient. Il se leva tout debout et s'écria d'une voix de tonnerre. Je ne permettrai jamais, vu que de ma vie et en ma présence on joue un mauvais sort, un mauvais tour à un aussi fameux chevalier, un aussi hardi amoureux que Don Gaïphéros. Arrêtez, canaille, gens de rien, ne le suivez ni le poursuivez, sinon je vous livre bataille. Tout en parlant, il dégaina son épée d'un saut de théâtre et avec une fureur inouïe se mit à faire pleuvoir des coups d'estoc et de taille sur l'armée mauresque des marionnettes, renversant les uns, pourfendant les autres, emportant la jambe de celui-ci et la tête de celui-là. Il déchargea entre autres un fendant du haut en bas, si formidable que si Maître Pierre ne se fût baissé, ni jeté à terre et blotti sous les planches, il lui fendait la tête en deux, comme si elle eût été de pâte de massepain. Maître Pierre criait de toutes ses forces. Arrêtez, seigneur Don Quichotte, arrêtez! Prenez garde que ceux que vous renversez, tuez et mettez en pièces ne sont pas de véritables morts, mais des poupées de carton. Prenez garde, pêcheur que je suis, que vous détruisez et ravagez tout mon bien. Malgré cela, Don Quichotte ne cessait de faire tomber des estocades, des fendants, des revers drus et serrés,
comme s'il en pleuvait. Finalement, en moins de 2 credos, il jeta le théâtre par terre et ayant mis en pièces menues tous ses décors et toutes ses figures, le roi Marsilio, grièvement blessé, et l'empereur Charlemagne avec la couronne et la tête en 2 morceaux. À cette vue, le sénat des spectateurs fut rempli de trouble. Le singe s'enfuit sur le toit de l'hôtellerie, le cousin s'effraya, le page eut peur et Sancho Panza lui-même ressentit une terreur affreuse. Car ainsi qu'il le jura après la tempête passée, jamais il n'avait vu son seigneur dans un tel accès de colère. Après avoir achevé le bouleversement général du théâtre, Don Quichotte se calma un peu. Je voudrais bien, dit-il, tenir maintenant devant moi tous ceux qui ne croient pas et ne veulent pas croire que cette utilité sont dans le monde les chevaliers errants. Voyez un peu, si je ne me fusse trouvé présent ici, que serait-il arrivé du brave Don Gaïféros et de la belle Mélisandre? À coup sûr, l'heure est déjà venue où ces chiens les auraient rattrapés et leur auraient joué quelque vilain tour. Enfin, vive la chevalerie errante par-dessus toutes les choses qui vivent sur la terre. Qu'elle vive à la bonne heure, dit en ce moment une voix dolente maître Pierre. Qu'elle vive et que je meure, moi, puisque je suis malheureux à ce point, que je puis dire comme le roi donc Roderick, hier j'étais seigneur de l'Espagne, et aujourd'hui je n'ai pas un créneau que je puisse dire à moi. Il n'y a pas une demi-heure, pas 5 minutes, que je me suis vu seigneur de roi et d'empereur, avec mes écuries pleines de chevaux en nombre infini, et mes coffres pleins d'innombrables parures. Maintenant, me voilà désolé, abattu, pauvre et mendiant, et surtout sans mon singe, car avant que je le rattrape, il me faudra suer jusqu'aux dents. Et tout cela par la furie inconsidérée de ce seigneur chevalier duquel on dit qu'il secourt les pupilles, qu'il redresse les torts et fait d'autres bonnes œuvres. C'est pour moi seul que sa généreuse intention est venue à manquer. Bénis et loués soient les cieux dans leur plus haute demeure. Enfin, c'était le chevalier de la triste figure qui devait défigurer les miennes. Sancho se sentit attendri par les propos de maître Pierre. Ne pleure pas, maître Pierre, lui dit-il, ne te lamente pas, tu me fends le cœur, et sache que monseigneur Don Quichotte est si bon catholique et si scrupuleux chrétien que pour peu qu'il s'aperçoive qu'il t'a fait quelque tort, il saura et voudra te le payer au double. Que le seigneur Don Quichotte, répondit maître Pierre, me paye seulement une partie des figures qu'il m'a défigurées, et je serai content, et sa grâce mettra sa conscience en repos, car il n'y a point de salut pour celui qui retient le bien d'autrui contre la volonté de son possesseur et ne veut pas les lui restituer. Cela est vrai, dit alors Don Quichotte, mais jusqu'à présent, je ne sais pas avoir rien à vous, maître Pierre. Comment non, s'écria maître Pierre, et ces restes, ces débris gisant sur le sol, durs et stériles, qui les a éparpillés et réduits au néant, si ce n'est la force invincible de ce bras formidable? À qui était leur corps, si ce n'est à moi? Avec quoi gagnais-je ma vie, si ce n'est avec eux? À présent, je finis par croire, s'écria Don Quichotte, ce que j'ai déjà cru bien des fois, que ces enchanteurs qui me poursuivent ne font autre chose que me mettre devant les yeux les figures telles qu'elles sont pour me les changer et transformer ensuite en ce qui leur plaît. Je vous assure, vous tous, seigneurs qui m'écoutez, qu'il m'a semblé réellement et en toute vérité que ce qui me passait là se passait au pied de la lettre, que Mélisandre était Mélisandre, Don Gaïféros, Marsilio, Marsilio, et Charlemagne, Charlemagne. C'est pour cela que la colère m'est montée à la tête, et pour remplir les devoirs de ma profession de chevalier errant, j'ai voulu donner aide et faveur à ceux qui fuyaient. C'est dans cette bonne intention que j'ai fait ce que vous avez vu. Si la chose a tourné tout au rebours, ce n'est pas de ma faute, mais celle des méchants qui me persécutent. Au reste, quoi qu'il en soit de ma faute, eh bien, qu'elle n'ait pas précédé de malice. Je veux moi-même me condamner au dépens. Que maître Pierre voit ce qu'il veut demander pour les figurines détruites. Je m'offre à lui en payer le prix en bonne monnaie courante de Castille. Maître Pierre s'inclina profondément. Je n'attendais pas moins, dit-il, de l'inouïe charité chrétienne du valeureux Don Quichotte de la Manche, véritable défenseur et soutien de tous les nécessiteurs vagabonds. Voici le seigneur hôtelier et le grand Sancho, qui seront médiateurs et jurés, priseurs en vos grâces et moi, pour décider ce que valent ou pouvaient valoir les figurines anéanties. L'hôtelier et Sancho dirent qu'ils acceptaient. Aussitôt maître Pierre ramassa par terre le roi Marsilio avec la tête de moins et dit:
Vous voyez combien il est impossible de rendre à ce roi son premier être. Il me semble donc, sauf meilleur avis des juges, qu'il me faut lui donner pour sa mort fin et trépas 4 réaux et demi. Accordé, dit Don Quichotte. Continuez. Pour cette ouverture de haut en bas, poursuivit maître Pierre, prenant à la main les 2 moitiés de l'empereur Charlemagne, il ne serait pas exorbitant de demander 5 réaux et un quart. Ce n'est pas un peu, dit Sancho. Ni beaucoup, répliqua l'hôtelier. Mais prenons un moyen terme et accordons-lui 5 réaux. Qu'on lui donne les 5 réaux et le quart, s'écria Don Quichotte. Ce n'est pas à un quart de réal, de plus ou de moins, qu'il faut évaluer le montant de cette notable disgrâce. Mais que maître Pierre se dépêche un peu, car voici l'heure du souper, et je me sens quelques frissons d'appétit. Pour cette figure, dit maître Pierre, sans nez et avec un œil de moins, qui est celle de la belle Mélisandre, je demande sans surfaire 2 réaux et 12 maravédis. Oh là, s'écria Don Quichotte. Ce serait bien le diable si Mélisandre n'était pas avec son époux, tout au moins à la frontière de France, car le cheval qu'il montait m'avait l'air plus l'air que de voler que de courir. Il ne s'agit donc pas de me vendre un chat pour un lièvre, en me présentant ici Mélisandre borgne et qu'amuse, tandis qu'elle est maintenant en France, à se divertir avec son époux entre 2 draps. Que Dieu laisse à chacun le sien, Seigneur maître Pierre, et cheminons tous de pied ferme et d'intention droite. Vous pouvez continuer. Maître Pierre, qui vit que Don Quichotte gauchissait et retournait à son premier thème, ne voulut pas le laisser échapper. Cette figure, en effet, dit-il, ne doit pas être Mélisandre, mais quelqu'une des femmes qui la servaient. Ainsi, avec 60 maravédis qu'on me donnera pour elle, je serai content et bien payé. Il continua de la même manière à fixer pour toutes les figures mutilées un prix que les 2 juges-arbitres modérèrent ensuite à la satisfaction réciproque des parties et dont le total monta à 40 réaux 3 quarts. Sancho les déboursa sur le champ et maître Pierre demanda de plus 2 réaux pour la peine de reprendre le singe. Donne-les, Sancho, dit Don Quichotte, non pour reprendre le singe, mais pour prendre le guénon. Et j'en donnerai volontiers 200 d'étrennes à qui me dirait avec certitude que la belle Donna de Mélisandre et le seigneur Don Gaiferos sont arrivés en France et parmi leurs proches. Personne ne pourra mieux le dire que mon singe, dit maître Pierre, mais il n'y a point de diable qui pourrait maintenant le rattraper. J'imagine pourtant que sa tendresse et la faim le forceront à me chercher cette nuit. Dieu ramènera le jour et nous nous verrons. Finalement, la tempête passa, et tous soupèrent, en paix et en bonne harmonie, aux dépens de Don Quichotte, qui était libéral au dernier point. L'homme aux lances et aux hallebardes s'enfuit avant l'aube, et quand le jour fut levé, le cousin et le page vinrent prendre congé de Don Quichotte, l'un pour retourner à son pays, l'autre pour suivre son chemin. À celui-ci, Don Quichotte donna pour frais de route 12 de réaux. Quant à maître Pierre, il ne voulut plus rien avoir à démêler avec Don Quichotte, qu'il connaissait parfaitement. Il se leva donc avant le soleil, ramassa les débris de son théâtre, reprit son singe et s'en alla chercher aussi ses aventures. L'hôtelier, qui ne connaissait point Don Quichotte, n'était pas moins surpris de ses folies que de sa libéralité. Finalement, Sancho le paya largement par ordre de son seigneur, et tous deux, prenant congé de lui vers les 8 heures du matin, sortirent de l'hôtellerie et se mirent en route, où nous les laisserons aller, car cela est nécessaire pour trouver le temps de conter d'autres choses relatives à l'intelligence de cette fameuse histoire.